Bien, bonjour, je vous propose de commencer. Merci d'être venus aussi nombreux. C'était une blague en fait. Mais je vais vous parler aujourd'hui des déchets d'activité de soins et plus particulièrement ceux qui présentent un risque infectieux. Je vais balayer les enjeux rapidement réglementaires et puis vous parler surtout des enjeux environnementaux et économiques et des quelques perspectives que cela ouvre puisque c'est quand même un sujet qui pèse financièrement aujourd'hui dans les établissements de santé. Donc, je vais vous parler des DASRI en établissement de santé, il y en a d'autres qui sont dans d'autres activités telles que les thanatopracteurs, les tatoueurs ou même les patients en autotraitement. Ça ne va pas être le sujet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, en tout cas entre-temps, à les soulever. En termes réglementaires, on peut balayer déjà sur le Code de la santé publique. Toutes les étapes de tri jusqu'à l'élimination sont réglementées par ce code-là, mais vous allez voir qu'il y a d'autres réglementations qui se chevauchent sur cette thématique. Là, on a un panorama qui est assez visuel. Je vous invite à regarder uniquement la partie DASRI, parce que les termes ici ne sont pas... DAOM, par exemple, n'existe pas. On parle de déchets d'activité économique ultime. Et là, on parle de déchets industriels spéciaux. Voilà. Ces références-là, vous les retrouverez dans le support. Mais pour vous dire, donc on a parlé là vite fait de tout ce qu'on peut imaginer en termes de santé publique. On est dans un établissement de santé, ça paraît cohérent d'être sur cette réglementation-là. Sauf que pour les déchets à risque infectieux, d'autres réglementations s'appliquent. Certaines internationales, donc relatives aux matières dangereuses, avec les codes de l'ONU qui ont été créés en 1957. Et puis celles des européennes qui sont sur le transport des matières dangereuses. Et on verra plus précisément cette partie-là en termes de transport au sens large. Des lois, des arrêtés qui sont aussi spécifiques aux matières dangereuses, mais aussi des ambitions. Quand on parle de la loi de transition énergétique, on parle de limiter l'enfouissement des déchets, par exemple. C'est une ambition, ce n'est pas une obligation. En revanche, si en tant qu'établissement de santé, ces objectifs ne sont pas saisis, au niveau national, personne n'y arrivera. Donc c'est important de les avoir aussi en tête. Le code de l'environnement, spécifique aux déchets. Le code de la santé publique, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'étapes qui sont déjà prises en compte. Vous avez également le code du travail sur l'exposition aux matières dangereuses. Et puis des exigences, là on a l'HAS, mais ça peut être différent pour les établissements médico-sociaux par exemple. Concrètement, un établissement de santé produit des DAS, déchets d'activité de soins. C'est un peu le pendant quand on parle de déchets industriels qui viennent des industries. Les déchets d'activité de soins viennent des établissements de santé. Mais parmi ces DAS, on retrouve des déchets qui présentent un risque infectieux, donc des DASRI. Le DASRI se définit suivant 4 risques. Le premier étant le risque infectieux. Le risque infectieux se décline par la présence d'un micro-organisme viable ou sa toxine qui a entraîné la maladie, c'est-à-dire qui présente tout de suite le risque pour lequel la personne a une infection. Ce qui veut dire que c'est le seul texte qui régit ce qu'est un DASRI en termes infectieux. Il n'est nullement expliqué qu'un liquide biologique est égal à DASRI, et c'est souvent les écarts que l'on peut trouver quand on fait un diagnostic sur un établissement, des poches à urine, des compresses souillées de bétadine ou de sang. Le sang n'est pas égal à DASRI. Et d'ailleurs, quand on prend le pendant des couches d'hygiène féminine, aujourd'hui, elles suivent les filières de déchets ultimes, normalement et légalement, je dirais. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Il y a également le risque psycho-émotionnel qui est une pratique ancestrale dans les établissements de santé, ou une seringue par exemple qui n'a pas été utilisée sans aiguille, ou même qui aurait pu juste contenir de l'eau pour rincer une tubulure. Celles-ci, par des pratiques ancestrales, vont dans les déchets infectieux par rapport au risque psycho-émotionnel. Risque psycho-émotionnel, c'est en gros ce que cela peut présenter pour les opérateurs qui vont ensuite être à proximité du déchet, c'est-à-dire on déverse une benne d'ordures ménagères sur un centre d'enfouissement. Et donc ce serait pour éviter un traumatisme lié à la vue de ce genre de déchets qui peut faire peur en fait. Mais concrètement, il n'y a pas de texte là-dessus. Le seul texte qui évoque le tri dit que le producteur est responsable du déchet jusqu'à l'élimination et donc il est responsable de l'acte de tri. Et il est responsable de le mettre dans un sac jaune ou dans un autre sac en fonction du risque qu'il présente. Et on voit que dans les textes, on parle juste de présence de risque infectieux et pas de risque psycho-émotionnel.
Donc la plupart des dasseries, vous allez voir un peu plus loin, c'est quand même un enjeu aussi, le risque psycho-émotionnel en termes économiques. Et quand on parle de présence de micro-organismes viables, on se dit mais qu'est-ce que c'est? On voit également qu'une BMR, une bactérie multirésistante, n'est pas forcément un élément faisant que ça passe en dasserie. On est tous porteurs de BMR et c'est pas pour ça que l'on est des dasseries. Certaines BMR le sont, mais en gros, plutôt que de sensibiliser les équipes à savoir, je l'ai dit, bactéries multirésistantes, plutôt que de sensibiliser les équipes à savoir si tel déchet va dans un sac jaune ou dans un sac noir, c'est déjà délicat parce qu'une seringue, si elle devait forcément aller dans le sac jaune, elle serait déjà estampillée avec le logo dasserie et irait dans cette filière. Mais vraiment d'informer plutôt les équipes sur ce que sont les risques infectieux qui font que ça suit une filière dasserie. En l'absence de risques infectieux, vous avez des déchets qui suivent aussi la filière dasserie réglementairement. C'est le risque piquant, coupant, tranchant ou susceptible de l'être. Susceptible de l'être, c'est-à-dire qu'une ampoule, par exemple, si elle est cassée, peut être tranchante. Donc on ne la met pas forcément dans un sac pour les déchets mous, on la met dans un collecteur rigide. Vous avez les produits sanguins à usage thérapeutique, et donc c'est vraiment l'usage thérapeutique par rapport à l'historique que nous avons eu sur le sang contaminé, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que le sang ou liquide biologique est égal à dasserie. Là on parle vraiment de poches sanguines à usage thérapeutique. Et puis les déchets anatomiques humains, qui sont les fragments non reconnaissables. Parce que ceux qui sont reconnaissables, on pourrait dire, je ne sais pas, une amputation d'un doigt par exemple, ça suit la filière des pièces anatomiques, qui sont de la crémation et on ne parle pas de dasserie. Donc là, typiquement, déchets anatomiques humains, en maternité, ce sont les placentas, par exemple. Voilà pour le principe du tri à la source. Il me semblait important de vous parler de l'accord européen sur le transport des matières dangereuses. Et quand on parle de transport, on parle vraiment de transport au sens large. Puisque c'est un déchet dangereux, on parle du tri à la source. Donc on a vu que le Code de la santé publique réglementait cette partie, mais on a aussi une partie sur les matières dangereuses. Et donc transport, tri, conditionnement, la façon dont j'emballe mon déchet, le stockage, la façon dont je le positionne dans un local, est-ce que je peux l'empiler, le mélanger avec d'autres déchets, etc. L'expédition, transport et traitement, parce que ce n'est pas du tout contradictoire avec le Code de l'environnement qui dit que l'on est responsable jusqu'à l'élimination. Au contraire, ça l'étaye, ça l'explique. Mais le transport veut dire également le contrôle de ce que vous faites, la traçabilité et la formation. Donc je vais vous en dire un peu plus sur tous ces points. Et quand on parle de matière dangereuse, on parle de matière dangereuse au sens de l'ADR, avec les classes que vous pouvez voir sur les véhicules, souvent avec les logos que l'on peut voir ici. Vous avez 9 classes, le dasserie étant celui de la classe 6.2. On a vu le tri, donc là je vous parle du conditionnement et du stockage. Quand vous êtes un établissement producteur de plus de 15 kg de dasserie par mois, vous devez avoir un local terminal qui doit être dédié aux salles. C'est-à-dire qu'on ne stocke pas d'emballage propre ou ce n'est pas un stockage de produits d'entretien, etc. C'est vraiment dédié aux salles. Mais ça veut aussi dire que vous pouvez mettre autre chose que les dasseries dans le local. Ça peut être du carton, du linge sale, du moment que c'est séparé distinctement. On ne parle pas de parois ou etc. dans le texte, on parle séparé distinctement. Il doit être identifié, donc bien souvent on voit local déchet ou dasserie. Il faut se dire que c'est censé être sécurisé, donc quand on nous dit dasserie à tout un chacun, ça ne parle pas. Donc il faut vraiment que vous ayez le logo Biohazard avec on est vraiment sur le transport de matières dangereuses. Donc il faut que votre identification corresponde à cette réglementation-là. Un dispositif approprié pour éviter la pénétration des animaux. Ça paraît logique, mais parfois on a des locaux qui sont extérieurs et ce n'est pas toujours le cas, ou on a parfois des ventilations qui sont naturelles avec des grilles. Mais animaux veut également dire moustiques, donc ce qui veut dire éventuellement moustiquaire. Une surface adaptée aux quantités stockées. Le local terminal ou le local intermédiaire doivent recevoir des emballages, des déchets préalablement emballés. C'est-à-dire que parfois, il nous arrive de constater que vous avez un sac dasserie dans un Rolls. Vous savez, c'est les grillages pour les sacs de linge, par exemple. Donc ça, c'est pas du tout un emballage normé pour le transport de matières dangereuses. On voit des mélanges de sacs noirs, de sacs jaunes, ou des fois des sacs directement au sol. Le sac est un emballage dasserie, mais pas un emballage ADR.
C'est-à-dire que sur un emballage, vous avez deux homologations. La première est la capacité à recevoir les DASRI, c'est la norme NFX pour les sacs 30-501, mais après vous avez le 505, etc. Mais la norme NFX, c'est la capacité à recevoir des DASRI. Tous les emballages DASRI le sont. En revanche, tous les emballages DASRI n'ont pas le code de transport de matières dangereuses, c'est-à-dire la résistance de l'emballage, le groupe d'emballage, etc. Vous avez des mini-collecteurs qui ne sont pas forcément homologués pour le transport et qui ne peuvent pas être collectés en l'état, et les sacs dans tous les cas ne le sont pas. Mais ce qui veut dire que quand vous mettez dans votre local intermédiaire vos sacs DASRI, il faut que vous ayez un emballage à minima rigide, lavable, étanche, même s'il n'est pas ADR, et qu'ensuite vous le mettez dans un emballage qui l'est. Donc pour poursuivre sur le local, il doit être ventilé à l'abri de la chaleur, on ne parle pas de réfrigérer, on ne donne pas non plus de notion de température. Donc c'est vraiment à l'appréciation individuelle, et on peut parfois voir des interprétations complètement différentes en fonction des secteurs, ARS par exemple. Mais il faut se dire une chose, c'est que quand vous avez une paroi qui donne sur l'extérieur, cette ventilation peut être naturelle, avec une entrée haute, entrée basse, et du moment que c'est à l'abri de la chaleur, voilà. Par contre, si vous devez avoir un conduit qui donne sur une aération extérieure, elle doit être à minima forcée, c'est-à-dire une VMC. Il doit être fermé, toujours délicat quand on travaille au quotidien, mais en tout cas fermable. On voit souvent des locaux qui n'ont même pas de dispositif de fermeture, donc c'est juste une matière dangereuse. Ça fait partie aussi de vos obligations de canalisation dans les plans de sûreté, donc en lien avec les risques d'attentat. Donc vous savez que vous avez des obligations sur ce point-là, et que ça fait partie des matières qui en sont concernées. Doté d'un point lumineux, le sol et les parois lavables, donc c'est pas forcément carrelé, ça peut être une peinture, et c'est à hauteur de stockage. Si vous devez vous mettre en conformité, n'allez pas peindre le plafond, c'est pas utile. C'est sol et parois lavables à hauteur de stockage, donc que ce soit cohérent tout simplement. Doté d'une arrivée et d'une évacuation d'eau, nettoyer régulièrement et aussi souvent que nécessaire. Donc il n'y a pas plus que ça, on ne vous dit pas vous devez le tracer. Maintenant, le jour où vous devez justifier que c'est fait régulièrement, c'est quand même mieux. Et il n'y a pas de fréquence imposée. Donc c'est dans vos processus que vous définissez la fréquence qui vous paraît la plus adaptée. Ça c'est pour le local terminal. Et la différence pour les locaux intermédiaires, et c'est assez curieux, c'est que bien qu'il doit être lavable avec un point sol et parois lavables, vous n'avez pas d'obligation d'arrivée ni d'évacuation d'eau. Voilà. Lorsque vous ne pouvez pas sur un établissement répondre à toutes ces exigences, parce que parfois il y a des contextes où on ne peut pas installer une évacuation comme ça voudrait dire démonter le bâtiment. Donc le législateur a proposé des alternatives, et c'est ce qui veut dire que vous pouvez envisager un local extérieur mais dans l'enceinte de l'établissement, c'est pas sur la voie publique, qui pourrait ne répondre qu'au fait d'être identifié, d'avoir un dispositif approprié pour la pénétration des animaux, recevoir des déchets préalablement emballés, être fermé, de la même façon sol et parois lavables, et puis nettoyer aussi régulièrement que nécessaire. Donc ça ne pourrait être que ça, mais dans la mesure où vous pouvez argumenter que c'est juste financièrement impossible de se mettre en conformité sur les autres points. Et une aire délimitée par un grillage fermé efficacement, équipé d'un toit pour les plus précaires. Parce qu'il arrive des moments où on voit vraiment des établissements qui n'ont pas le choix, et on voit des fois uniquement le bac DASRI à proximité de stationnement de véhicules. Donc c'est à minima sécurisé. Si vous êtes producteur de moins de 15 kg par mois, ce qui peut être régulier sur le médico-social, sur les EHPAD ou certaines activités SSR, les contraintes sont beaucoup plus légère. Vous devez avoir une zone spécifique au stockage, donc connue, délimitée, une surface adaptée, une zone identifiée, donc vous n'avez pas forcément de porte, située à l'écart des sources de chaleur, nettoyée régulièrement et aussi souvent que nécessaire. Et vous devez surtout n'y mettre que des emballages fermés. C'est-à-dire que dans les établissements de santé en général, vous avez des emballages avec des fermetures temporaires et parfois qui restent ouvertes. Là, vous ne pouvez pas le stocker de cette façon-là. Quand on parle de quantité de production de déchets, on pense aussi à la fréquence d'élimination.
Et là, de la même façon, c'est la réglementation du transport de matières dangereuses qui en parle. Ce n'est pas le code de la santé publique. Ce qui est intéressant à savoir, ces fréquences, vous devez probablement les connaître, mais c'est que ce délai-là court à partir du moment où vous ouvrez un sac, vous mettez le premier déchet. Mais cet emballage-là, si vous produisez plus de 100 kg de dasserie par semaine, cet emballage-là doit être éliminé dans les 72 heures, ce qui veut dire temps logistique compris. Et parfois, vous avez des secteurs où il n'y a pas d'exutoire de traitement à proximité, donc ça passe par des points de regroupement. Ces points de regroupement n'ont pas du tout la capacité à faire augmenter ce délai-là. Ça veut dire que vous êtes en responsabilité de contrôler que vos prestataires respectent vos obligations en fait. Et donc quand on parle de 72 heures, j'ouvre le sac, je mets le premier déchet, temps logistique compris, doit être à l'incinérateur. Ce délai court uniquement pour les mini-collecteurs à partir de la date de fermeture. C'est plutôt cohérent parce que la plupart du temps, on voyait des boîtes à aiguilles qui étaient jetées alors qu'elles n'étaient pas pleines. Mais ça ne veut pas dire open bar non plus sur le délai. Ça ne veut pas dire que vous pouvez garder une boîte à aiguilles 1 an parce qu'elle n'est pas remplie. On sait que la fréquence minimale de collecte, c'est de 3 mois. Donc ça veut dire que dans vos processus internes, vous définissez aussi une périodicité d'élimination de ces boîtes en fonction de ce que vous estimez cohérent. Ça peut être si elle commence à être souillée sur le dessus, ça peut être tous les mois, même si elle n'est pas remplie. Voilà. L'idéal, c'est quand même d'adapter le volume des boîtes à aiguilles. Donc ce délai court pour les mini-collecteurs à partir de la date de fermeture, ce qui implique que vous puissiez noter date d'ouverture et date de fermeture sur celle-ci. D'autres enjeux sur la réglementation, vous avez la convention d'élimination. On pense souvent qu'un marché public ou un contrat répond à cette obligation. Ce n'est pas du tout le cas. Vous avez un certain nombre d'articles qui sont imposés par la réglementation. Donc c'est un document à avoir au même titre que les bordereaux de suivi originaux. La présence d'un conseiller à la sécurité du transport de matières dangereuses. Cette obligation-là varie en fonction de vos quantités de matières dangereuses. On ne parle pas que de déchets, donc c'est vraiment aussi les matières nobles. Et ce seuil dépend de la matière. Pour le dasserie, par exemple, c'est 333 kg par chargement. Il y a des établissements qui ont autour de 300, un peu plus de 300 kg par chargement qui étaient collectés une fois tous les 2 jours, qui ont préféré passer à tous les jours pour être en dessous de ce seuil et de cette obligation. Mais par exemple, quand vous avez cette obligation pour le seuil des dasseries, vous pourriez, un conseiller à la sécurité en capacité de travailler sur l'ensemble des matières dangereuses. Donc quand vous en avez l'obligation pour le dasserie, c'est toujours intéressant de l'avoir sur les autres matières dangereuses. Et inversement, si vous n'êtes pas soumis pour le dasserie, vous pourriez être soumis au conseiller à la sécurité sur d'autres types de matières. En dehors de cette obligation de conseiller à la sécurité, vous avez une obligation de formation des équipes sur le transport des matières dangereuses, qui est une sensibilisation d'un jour à faire tous les 5 ans, et ça s'appelle la formation 1.3 de l'ADR, quel que soit votre seuil, et c'est pour toutes les personnes en lien avec la logistique. On ne va pas aller jusqu'au personnel de soins qui fait le tri, mais en tout cas les personnes qui font le transfert des locaux intermédiaires jusqu'au local terminal, celles qui sont en charge du contrôle de la traçabilité des bordereaux de suivi, doivent avoir ce type de formation. Vous avez également une obligation sur le registre déchets. Avant 2012, c'était déjà obligatoire pour l'ensemble des matières dangereuses. Depuis 2012, c'est pour l'ensemble des déchets. Il doit être chronologique, il n'est pas forcément informatisé. En revanche, quand il est informatisé, on peut recouper un certain nombre d'éléments qui sont intéressants à faire ressortir. Le contrôle des bordereaux de suivi, puisque c'est quand même, vous n'êtes pas derrière le camion. En revanche, tout ce qui se passe derrière est inscrit dessus. Donc je vous invite à bien regarder ce qui se passe. On peut voir des écarts entre ce qui est prévu sur la convention, c'est-à-dire vous pourriez avoir de l'incinération de dasserie, et s'apercevoir que sur les bordereaux de suivi, finalement, c'est de la banalisation. Ça a un impact très important sur vous, producteurs, puisque vous êtes responsable. Si vous êtes en banalisation, vous ne mettez pas les mêmes types de déchets. Du coup, si vous ne triez pas pour de la banalisation, vous allez exposer des agents à tout un tas de risques pour lesquels vous êtes responsable, mais que vous ne savez pas. Donc vraiment, ce genre de données, vous le voyez sur les bordereaux de suivi. Ça paraît anodin, mais c'est important de le suivre. Le plan de sûreté, donc c'est en lien avec tous les risques qui sont liés aux attentats, je vous en parlais tout à l'heure, et le dasserie fait partie des matières dangereuses, donc vous devez aussi à ce titre avoir pris en considération ce risque dans vos plans de sûreté. Les protocoles de chargement-déchargement, plan de sécurité, c'est
pas forcément que pour les déchets, mais c'est en lien au transport. Dès que vous avez un déchargement régulier, du linge par exemple, vous devez avoir un protocole de chargement-déchargement. Et si vous avez une société qui intervient plus de 400 heures par an sur votre établissement, ce n'est plus ce protocole-là, mais c'est un plan de prévention. Si vous avez un service de médecine nucléaire sur le site, vous devez, depuis 2011, avoir un portique de détection de radioactivité. Ce n'est pas encore le cas sur tous les établissements qui en sont dotés. Et qui doit être en sortie entrée logistique. Ça vous permet d'une part de vérifier que les transporteurs qui viennent ne viennent pas avec un risque radioactif, et c'est souvent le cas. On a plus sur des établissements de santé de détection de transporteurs qui rentrent que de sortie, parce qu'en général, là, le risque est bien canalisé. Pourquoi? Parce que quand vous collectez, je parle de DASRI, quand vous collectez une clinique de proximité qui n'a pas de service de médecine nucléaire, on peut recevoir des patients qui ont eu des examens générant des déchets radioactifs. Ça n'est connu de personne jusqu'au moment où le transporteur, après avoir collecté la clinique, rentre sur le CHU et le CHU qui a le portique déclenche. Donc c'est important à savoir parce que l'enjeu du déchet radioactif est quand même tout autre et c'est tout de suite des enjeux économiques importants pour le producteur. D'où l'utilité de canaliser ce risque dans l'orientation des patients ou l'identification des patients quand ils rentrent sur un établissement. Vous avez l'obligation de contrôler les prestations sous-traitées. Ça ne vous décharge pas du tout de votre responsabilité. Je vous le redis, vous êtes responsable du déchet jusqu'à l'élimination avec une subtilité, c'est que quand vous confiez vos déchets à un éco-organisme, type Corelpil, Écomobilier, c'est le seul moment où quand vous confiez vos déchets à un tiers, où votre responsabilité s'arrête. Mais ce n'est uniquement que dans les cas des éco-organismes. Et puis vous avez aussi des notions de tri en fonction des différentes filières utilisées. En termes environnementaux, le DASRI est un enjeu qui est colossal. 163 000 tonnes de DASRI représentent à peu près 2 kg de DASRI par an. Ça paraît anodin par habitant par rapport aux 400 kg que l'on peut produire par ailleurs. En revanche, les enjeux de transport, vous allez voir un peu plus loin, sont importants. Et surtout, quand on voit le 1,80 kg par jour sur un établissement de santé en moyenne, cela veut dire que quand on prend tout déchet confondu sur un établissement de santé, ça doit produire 3 fois plus de déchets par personne sur un établissement que ce que l'on peut faire à titre personnel. Donc d'où l'intérêt aussi de travailler sur des leviers plus conséquents. Il faut noter aussi que vous avez 163 000 tonnes de DASRI qui sont produits par an en France, mais avec une capacité de traitement des exutoires, donc incinérateurs, banaliseurs, de presque 300 000 tonnes. Ce qui veut dire que les prestataires de traitement sont quand même en demande de cette matière et il devrait, en principe, en théorie, y avoir une concurrence assez forte, ce qui n'est pas tout à fait le cas et je vous en parlerai un peu plus loin. Donc pourquoi le DASRI est un enjeu environnemental supérieur aux autres déchets? Parce que d'une part, on ne peut pas le compacter, donc on a un impact transport qui est démultiplié. Il faut se dire qu'une benne d'ordures ménagères qui fait un PTAC, pas total à charge, de 15 tonnes, peut transporter 8 à 10 tonnes d'ordures ménagères, puisqu'elle est compacte. En revanche, quand vous collectez du DASRI sur un gros établissement de santé, vous avez des camions qui font 19-26 tonnes et qui prennent uniquement une tonne et demie de déchets, qui consomment beaucoup plus, qui vont beaucoup plus loin, puisque les exutoires de traitement de DASRI ne sont pas à proximité comme on peut le trouver sur d'autres déchets. Donc vous avez un impact, le calcul a été fait sur un hôpital d'une centaine de lits, qui est à 60 km d'un incinérateur, donc c'est variable ce calcul-là en fonction de la proximité des exutoires utilisés, mais une tonne de DASRI représente 1,09 tonnes de carbone émis en plus par rapport aux autres déchets. Ce qui veut dire que pour compenser cet écart sur cet établissement, il faudrait planter 31 arbres par mois. Ça paraît irréaliste pour l'instant. En termes d'enjeux économiques, les gros producteurs sont souvent collectés en bac, tel que vous pouvez le voir. Donc ils ne sont pas renversés dans une benne d'ordures ménagères, ils sont vraiment pris en l'état dans un camion. Donc vous avez un enjeu de transport, un enjeu aussi de manutention sur l'arrivée au site de traitement, puisqu'il n'y a pas de manipulation. Il faut se dire une chose, c'est que sur un incinérateur, vous avez une fosse pour les déchets banals,
Ils sont pris à coup de 3-4 tonnes, à coup de grappin, et ça va très vite. En revanche, le déchet à risque infectieux, vous avez une identification, une détection de radioactivité, vous avez un système d'acheminement individuel de chaque bac, et en gros, si vous mettez 1 tonne à l'heure, c'est quand même le bout du monde. Donc c'est ce qui explique aussi un coût de traitement supérieur aux autres déchets. Mais vous avez un coût de gestion qui varie en fonction du contexte concurrentiel, entre 500 et 1200 € tonnes pour du déchet. C'est colossal quand on compare ça. Si vous vouliez recevoir à la maison une tonne de farine livrée, ce serait 250 €. Donc c'est quand même un peu ralent de payer ces tarifs-là pour du déchet. Par rapport à d'autres déchets, c'est quand même important. Et la répartition du coût pour ce genre de prestations, c'est à peu près 45% sur du transport, 45% sur du traitement et le reste sur de l'emballage. Ça a du sens ce que je vous dis là sur cette répartition. Après, pour les solutions d'optimisation, vous verrez un peu plus loin. Pour les petits producteurs de dasserie, on parle pas, c'est pas du tout péjoratif, mais en termes de quantité de dasserie produit, la quantité fait que on se retrouve sur des coûts qui sont beaucoup plus élevés, entre 2000 et 10 000 € tonne. Simplement parce que quand vous allez collecter une maison de retraite et que ça coûte 30 € la collecte, c'est pas forcément prohibitif en l'état, mais si vous prenez 5 kilos, ça fait déjà, juste sur la collecte, sans parler du traitement, vous êtes déjà à 6 000 €. Donc c'est quand même colossal. Et là, je vous le compare toujours à de la nourriture, mais en gros, au coût moyen d'un repas, au coût moyen de denrées par repas servi dans un établissement de santé, en France, il est autour de 3,30 € aujourd'hui, sachant que là, on est sur du 10 € le kilo sur du dasserie. Donc voilà, quand on prend ce pendant-là, on se dit que c'est quand même important d'y être attentif. Avec une répartition qui est complètement différente, puisque les emballages, même s'ils sont un peu plus chers que des sacs, sont quand même limités. Un coût de traitement qui est limité aussi au volume, c'est surtout le transport qui pèse. Pour les patients en autotraitement, c'est désormais gratuit, avec un éco-organisme qui s'appelle Dastri et qui organise les collectes dans les pharmacies et les laboratoires. Toujours sur l'enjeu économique, le contexte est quand même défavorable aux producteurs. Vous avez une concentration des opérateurs qui ne cesse de se poursuivre, c'est-à-dire qu'il y avait historiquement 3 opérateurs, Suez, GC et puis Veolia. Vous avez une mutuelle qui a racheté Suez et GC, qui s'appelle MNH, et donc qui ont fait une filiale qui s'appelle Proserve. Ils ont désormais 2 tiers du marché en France, et puis Veolia qui est par ailleurs en principe un concurrent. On voit que les prix qui sont remis désormais par ces 2 prestataires en France sont exorbitants. Je vous prends un exemple sur des établissements où vous avez un incinérateur sur place. Il n'y a quand même pas mieux pour avoir des conditions optimales de gestion des dasseries. Ils se sont vus remettre des offres autour de 1 000 € tonne, alors qu'on est plutôt sur un contexte où on serait à 500 €. Je vous parle d'un prix de vente, je ne vous parle même pas en coût. Je vous parlerai un peu plus loin des coûts d'ailleurs. Et ce sont des beaux jours pour ces prestataires, hein, puisque les marchés ont tendance à se concentrer. Donc vous avez des groupements d'achats qui se constituent et qui font que les marchés étant de plus en plus gros, c'est quand même compliqué pour des TPE ou des PME qui sont des challengers sérieux de rentrer sur ces sujets-là. Donc il y a un levier à imaginer sur cette partie-là. Il faut savoir que les dasseries sont en constante progression de par déjà l'accroissement de la population, le vieillissement de la population et puis surtout la continuité de l'explosion de l'usage unique, qui n'est pas forcément un dasserie, mais on voit que les pratiques, et vous allez voir des photos un peu plus loin, rentrent très souvent dans les dasseries. Un impact croissant du transport, enfin, par rapport aux ressources et aux enjeux de ressources qui attendent toute l'humanité, et puis surtout un enjeu de TGAP. TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, qui est un sujet qui s'applique aux déchets enfouis et incinérés. Et puis les enjeux de valorisation, puisque vous avez souvent des taxes d'enlèvement sur les ordures ménagères, la TOM, qui est payée dans les taxes foncières, où vous avez déjà des prestations payées pour un certain nombre de déchets, et de la redevance spéciale en fonction des politiques locales. Je voudrais vous parler de la TGAP quand même rapidement, parce que c'est un enjeu exponentiel. Cette TGAP, donc je vous l'ai dit, s'applique uniquement aux déchets enfouis et incinérés. En fonction du type de traitement que vous utilisez, la TGAP n'est pas la même.
Mais quand je vous dis elle dépend du type de traitement que vous utilisez, elle ne s'applique pas uniquement à l'industriel qui traite vos déchets. Elle est répercutée comme la TVA l'est au client final qui est le producteur. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous avez sur vos factures la TGAP qui est séparée. Mais du coup, cet enjeu de TGAP, il va augmenter. Il va augmenter significativement, pas autant que les premières propositions qui ont été faites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on trouve de la TGAP sur l'enfouissement autour de 20 € et sur de l'incinération autour de 12 €. Il était prévu qu'elle soit plutôt autour de 100 € et elle sera limitée à 65 pour l'enfouissement et 25 pour l'incinération. Mais ça veut dire des augmentations x2, x4. Et ça veut dire surtout que quand vous prenez en compte la mise en œuvre de filières, vous n'allez pas seulement prendre en compte la TGAP que vous allez éviter tout de suite, mais celle que vous allez éviter dans le cumul des 5 prochaines années. Je vous parlais de 100 € mais c'est par comparaison à d'autres pays en Europe qui ont un taux de valorisation supérieur à celui de la France. En France, on valorise à peu près 30% de nos déchets. D'autres sont bien au-delà, mais ils sont au-delà parce que le recyclage ou la valorisation matière est plus intéressante financièrement que l'élimination. Et elle l'est grâce à la TGAP qui est autour de 140 € pour certains pays, ce qui est colossal. Voilà l'histoire de... Là, vous avez un exemple d'un CHU qui a réduit de 157 tonnes sa production de dasserie. Sans parler du coût de gestion des dasseries, hein, là on parle uniquement de TGAP. On voit qu'il va pas seulement éviter 2000 € par an, il va éviter 2000 € par an plus 5800 €. Donc imaginons qu'il ait dû investir 5000 € pour justifier de cette réduction, mais c'est quand même important de pouvoir faire prendre des décisions au regard de cet enjeu-là, puisqu'on parle désormais de coût global quand on parle d'un acte d'achat responsable. Donc c'est important d'avoir cette perspective de TGAP qui est un enjeu budgétaire important. Pour réduire le dasserie, la première chose est évidemment la réduction à la source. On voit des établissements qui non plus carrément désormais sur les chariots de soins de sacs dasserie, puisqu'on a vu que, vu le nombre limité de dasseries à risque infectieux, concrètement, ça peut se limiter à l'infirmerie plutôt que d'avoir sur chaque chariot des sacs. Et plutôt que d'avoir des sacs dasserie, ils ont multiplié les contenants pour du recyclage. Là, vous avez l'exemple de l'hôpital de Hyères, qui est accompagné par le docteur Caranco, qui est un docteur hygiéniste, où vous avez du recyclage, y compris de poches de perfusion. Et ils ne gardent que les mini-collecteurs pour les boîtes à aiguilles. Et quand je vous parlais d'usage unique ou du risque psycho-émotionnel, là vous avez un des derniers diagnostics qui a été réalisé par l'agence, vous avez 75% du poids qui n'est pas du dasserie. Ce qui est colossal, vous voyez les photos, c'est des emballages, ce sont des choses qui ne sont même pas souillées. On n'est même pas à se dire ce qui est souillé qui ne présente pas de risque infectieux. Là on est vraiment sur des choses qui sont évidentes. Donc le premier levier, c'est la réduction à la source par le tri, mais aussi par des filières émergentes. Ce que je vous disais, on peut recycler les poches à perfusion, mais aussi vous avez de plus en plus d'établissements qui se mettent à recycler de différentes matières qui sont très intéressantes. Là par exemple ce sont les fils de bistouri, vous avez une association qui s'appelle les petits doudous qui les récupèrent et qui en fonction de la revente de cette matière fournissent des doudous aux établissements de santé. Alors vous allez me dire mais un dasserie, en principe même désinfecté on ne peut pas le valoriser. Je suis complètement d'accord avec vous, réglementairement ça n'est pas possible. Mais ça c'est possible simplement parce que ça n'est pas un dasserie. Le dasserie, on a vu que c'était la présence d'un risque infectieux. Donc à moins qu'il y ait eu une pathologie particulière dans les actes qui ont été réalisés sur les personnes qui ont généré ces déchets, ça n'est pas un dasserie, c'est un DAS souillé qui a été désinfecté. Donc là par exemple c'est ce qui est mis en place à l'Institut Curie de Paris. Vous avez des établissements qui vont plus loin, notamment au Québec, où les outils de chirurgie plutôt que d'être... alors il y en a forcément aujourd'hui, on sait qu'ils sont stérilisables, mais il y en a qui ne le sont pas et qui sont récupérés pour être complètement remis en utilisation dans le processus et c'est juste réglementairement possible sans présenter d'enjeux sanitaires en particulier quand c'est maîtrisé. On n'y est pas encore, mais je vous parlerai de belles initiatives un peu plus loin.
Quand on travaille sur la réduction des déchets, on peut aussi avoir ça en tête, et c'est un élément de l'Institut Curie de la même façon, c'est qu'avant de travailler sur l'ensemble de l'hôpital, on peut travailler sur les plus gros producteurs, et du coup on peut travailler sur les services d'anesthésie ou des blocs opératoires en priorité, puisqu'ils génèrent à eux seuls 30% de la production de DASRI sur un établissement. En termes de traitement, vous avez deux systèmes de traitement des DASRI aujourd'hui en France. L'incinération, la plupart du temps c'est de la co-incinération, c'est-à-dire que ce sont des incinérateurs de déchets d'ordures ménagères dans lesquels on rajoute directement en cœur de four, on ne les mélange pas dedans, on les met vraiment dans le four, il n'y a pas de, je vous l'ai dit, de manipulation. Donc il y a une partie de DASRI qui est incinérée avec des ordures ménagères, on appelle ça de la co-incinération. Il n'y a que 3 incinérateurs en France qui ne prennent que du déchet dangereux, voilà, donc c'est relativement à la marge. Et puis ensuite vous avez la banalisation qui est un procédé de broyage et de désinfection des DASRI. Il y a plusieurs systèmes de désinfection, ça peut être chimique, vapeur et micro-ondes. Mais en gros, les prix de vente sur l'incinération varient entre 180 et 400 € tonne. Ça dépend souvent de l'exploitant, du contexte concurrentiel. La banalisation ne permet pas tout de suite une performance de prix de traitement. En revanche, la banalisation est un outil d'optimisation du transport et je vous en parle un peu plus loin. A noter quand même que quand vous banalisez vos déchets, il y a tout un tas de déchets que vous ne pouvez pas y mettre si vous incinériez vos DASRI. C'est le risque chimique, donc les médicaments par exemple. Et puis certaines pathologies, les agents transmissibles non conventionnels, mais ça on ne passe pas à côté, c'est Ebola, Creutzfeldt-Jakob, ce genre de choses. Donc la banalisation, c'est pas à la marge en nombre d'installations, parce que sur 57 installations habilitées à traiter les DASRI en France, vous en avez plus de la moitié qui sont, qui sont des installations de banalisation. Simplement, elles ont une capacité de traitement qui est inférieure. Là, on voit en bleu les quantités traitées par an sur chaque type de traitement. Et ce qui est en orange, c'est la capacité de progression. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité technique de traiter un quart de plus en incinération, par exemple. Donc la banalisation, ce n'est pas une solution miracle. Elle a ses contraintes en termes d'exploitation, ce n'est pas non plus la panacée. Il faut voir qu'on broie des DASRI. Quand le broyeur a un problème et que cette partie-là n'est pas désinfectée, il faut bien sécuriser le processus pour y mettre les mains. Donc c'est un peu ingrat comme travail. Par contre, c'est un outil qui permet de dynamiser la concurrence. Il est beaucoup plus facile d'installer un banaliseur qu'un incinérateur qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est aussi un outil d'optimisation du transport. On a vu que ce qui faisait le coût du transport, c'est le fait qu'on ne peut pas le compacter avec des camions qui sont conséquents. Une fois que vous avez banalisé votre déchet, vous avez d'une part réduit le volume, mais en plus vous pouvez le compacter, puisque c'est assimilé à un déchet industriel banal. On a vu que ça impliquait un principe de tri complémentaire. Et pour l'instant, la banalisation ne vous exonère pas de cette taxe générale sur les activités polluantes, parce que les broyats de DASRI banalisés vont soit en enfouissement, soit en incinération. En revanche, il y a une belle expérience qui se déroule dans les Hauts-de-France, encadrée réglementairement par un arrêté d'exploitation, donc c'est par France Expérimentation, c'est le ministère de l'économie qui met autour de la table tous les interlocuteurs pour cadrer ça réglementairement, et eux sont en train de trier les broyats de DASRI pour les recycler. Et ils savent en faire de belles choses parce qu'ils séparent une partie qui peut être valorisée énergétiquement et puis une partie qui revient concrètement dans la refabrication des emballages DASRI, notamment le plastique PP, polypropylène, des boîtes à aiguilles et des fûts plastiques. Donc c'est une expérimentation qui, j'espère, devrait faire évoluer la réglementation rapidement. La faire évoluer sans aucun doute, c'est une histoire de délai. Mais ce qui veut dire que quand vous serez en capacité de recycler les broyats de DASRI, vous exonérerez aussi de la taxe générale sur les activités polluantes. Donc c'est un levier qui est intéressant à prendre en compte. Donc les perspectives sur le DASRI, c'est d'une part réduire les volumes en priorité, travailler sur ce levier, parce qu'on voit, quand on voit 75% d'écart, c'est quand même colossal. D'augmenter les filières de tri. Pas seulement j'enlève du DASRI pour mettre dans les déchets ultimes, mais je les valorise autant que se peut pour sortir des enjeux de TGAP. De faciliter l'accès aux TPE et aux PME sur le sujet. Enfin, on entend souvent Proserve et Veolia uniquement, mais juste à titre d'exemple, sur les régions Languedoc-Roussillon et PACA, vous avez 24 TPE-PME
autres qui sont en capacité de faire de la collecte de DASRI, ce qui est colossal, mais ils se limitent à la maison de retraite, aux petits laboratoires, etc. Valoriser la matière à moyen terme, et puis ce qui est important de savoir quand vous avez un DASRI, c'est que vous avez une ressource qui est colossale. On parle de PCI, pouvoir calorifique inférieur, c'est-à-dire que votre déchet a une capacité à produire de l'énergie. Sur un incinérateur, vous n'avez pas d'apport de gaz ou de pétrole pour alimenter la flamme. C'est le déchet qui est le combustible. Il y a un apport uniquement dans des démarrages de four. Mais après, c'est vraiment le déchet. Aujourd'hui, on voit que l'on progresse dans le recyclage des déchets. Mais plus on recycle les déchets, plus on sort des déchets type carton, emballage, etc., plus les ordures ménagères perdent du pouvoir calorifique. Donc on se retrouve avec des incinérateurs qui sont vraiment en demande du DASRI, puisque vous avez un pouvoir calorifique qui est 2,5 fois celui des ordures ménagères. Donc ayez conscience que c'est une ressource qui vaut de l'or, et vous ne laissez pas enfermer dans des contextes concurrentiels qui sont vraiment très défavorables pour le coup. Voilà. Sachez que Primum est en capacité d'accompagner les établissements de santé dans ces leviers et la mise en œuvre de ces leviers. Donc on est à votre disposition si vous le souhaitez. Est-ce que ça soulève des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous souhaiteriez préciser? Oui. Une question. Donc, j'imagine un patient dans un hôpital qui présente une pathologie, on va dire, non infectieuse qui est en train d'être traitée. Donc on le traite, je sais pas, le trait de sang, etc. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il ne présente pas une autre pathologie qui a été non identifiée et qui est infectieuse? Donc ça, c'est quelque chose... moi, je me mets à la place de, je sais pas, de l'infirmière, de médecin, etc. Si on n'est pas au courant de tout, on ne peut pas décider qu'il y a un risque infectieux. Bien sûr. Ah, complètement. Humainement, on ne peut pas anticiper l'inconnu. On est tous porteurs de choses. On pourrait analyser la surface de la table. Limite, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on ne la met pas en filière DASRI? Mais c'est risques infectieux connus. C'est-à-dire que quand on met un patient en isolement dans un établissement, on le fait à partir du risque qui est connu. Si on fait le principe de précaution, on peut rentrer dans des dérives qui sont souvent inutiles et colossales en termes d'enjeux économiques. On parle de risques infectieux connus.